Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h17 et je vous emmène loin, très loin, pour rêver avec Jean-Louis Etienne, l'explorateur, médecin français. Bonjour Jean-Louis Etienne. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est l'entrepreneur que je reçois évidemment aussi aujourd'hui, parce que faire une aventure, ça c'est sûr. C'est d'abord du business aussi, et il faut réunir les fonds, les sponsors, les talents, voilà. Et vous lancez donc le... Mais pour vous couper, quand on me dit qu'est-ce que vous faites, je dis je suis un entrepreneur d'expédition lointaine. Ah ben voilà. Vous avez tout à fait... Parce qu'on ne voit, quand on parle de l'expédition, souvent c'est la partie émergée de l'iceberg, mais dessous il y a effectivement une construction très entrepreneuriale, quoi. C'est le cas de le dire, parce que votre Polarpod, votre bateau qui va partir dans l'Antarctique, il est surtout en dessous de la mer qu'au-dessus, puisqu'il a 80 mètres de tirant d'eau pour 20 mètres en hauteur. C'est un bateau vertical, vous le tractez et après il bascule et il est porté par les courants. Si vous voulez, l'équation, c'est d'abord une prouesse technologique. C'est le SHIP-ST, c'est un bureau d'ingénierie navale qui est à Lorient, qui a travaillé sur le projet depuis 10 ans. Voyez, l'équation c'était, il faut aller étudier cet océan qui est autour de l'Antarctique. Les marins, ils passent du Vendée Globe, ils passent tous les 4 ans, les fameux 50e hurlants, vous voyez. Et donc, la question c'était quel type de vaisseau permet de séjourner dans des bonnes conditions de sécurité et de confort sur cet océan. Et donc, un navire vertical va être pris dans les eaux profondes, et c'est ce qui lui donne sa stabilité. C'est-à-dire qu'en fait, vous le tractez jusqu'à l'endroit où vous voulez aller. Là, on le voit sur les images, pour ceux qui sont sur RMC Story, Canal 23. Il bascule, et après, il n'y a pas de moteur, zéro émission. Il est porté par le courant antarctique. Oui, voilà. Alors, il n'a pas de moteur, bien sûr. Donc, on l'amène à l'horizontale, comme on l'a vu sur les images. Il bascule par ballastage. Et ensuite, c'est le courant qui l'entraîne. Le moteur, c'est le courant. Surtout, quand on voit la taille d'une personne qui est au-dessus de petits sous-marins, on se rend compte de la taille de l'engin. C'est grand, ça fait 1000 tonnes, vous voyez. Et donc, le moteur principal du déplacement, c'est le courant. Et l'énergie nous est donnée par le vent. On a 6 éoliennes de 3 kW qui va nous donner, on sera autonome en énergie. Alors pourquoi ce bateau? Qu'est-ce que vous allez explorer cette fois-ci, Jean-Louis Etienne? Alors ce qui m'a incité à faire ça, c'était une attente de la communauté scientifique. Toutes les publications se terminent. On a besoin de mesures in situ de longue durée. Ça veut dire qu'on a besoin de s'installer sur cet océan. Pourquoi? Quel est l'intérêt? D'abord, c'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Ça veut dire que cet océan qui est autour de l'Antarctique absorbe la moitié du gaz carbonique qui est absorbé par l'ensemble des océans. La moitié? Oui, parce que le CO2 se dissout prioritairement dans les eaux froides. Et donc c'est une immense... Ça fait 22 000 km de circonférence, quoi. C'est géantissime, on ne s'en rend pas compte. Et c'est d'ailleurs pour ça que le réchauffement climatique, le problème c'est que ça risque d'être auto-entretenu, parce que si on réchauffe les pôles, on absorbera moins de CO2. Vous avez compris. Et donc la question c'est, quelle est la performance de cet océan? On a une idée. On pense qu'il absorbe la moitié. Et nous allons faire des mesures, grâce à la stabilité du Polarpod, on va faire des mesures très précises, si vous voulez, entre l'atmosphère et l'océan, donc mesurer la capacité d'absorber le CO2. Alors vous le disiez au départ, c'est d'abord un projet entrepreneurial, parce que quand vous avez cette idée folle, parce que c'est la première fois qu'on a l'idée de ce bateau, après il faut le financer, il faut trouver des partenaires institutionnels, il y a 12 pays derrière vous, et puis des partenaires privés aussi. Alors c'est un montage, c'est un partenariat public-privé. L'État français finance la construction. La construction, donc, c'est l'Agence nationale de la recherche, le SGPI, Secrétariat général pour l'investissement, via l'ANR, si vous voulez, qui finance la construction. C'est Ifremer qui est maître d'ouvrage, c'est-à-dire qui s'occupe de ce chantier public, maître d'ouvrage, et ensuite qui va me le donner, mettre à disposition pour l'exploitation, c'est-à-dire pour l'expédition. Et moi, je dois financer l'expédition elle-même, c'est-à-dire la préparation. Et 3 années, ça va durer 3 ans. On va faire 2 fois le tour du monde, on va dire, puis autour de l'Antarctique. Voilà, donc ça représente un long travail à convaincre des partenaires. Alors quel type de partenaires privés peuvent être intéressés? C'est quoi les retombées pour eux, par exemple? J'ai cherché des partenaires, 2 grandes familles, on va dire, de partenaires. Les partenaires de l'énergie, bien sûr, comme la Fondation Total, EDF, Mersen et d'autres. Parce que, en fait, les entreprises de l'énergie sont celles qui ont l'intelligence par leur capacité avec leurs ingénieurs, qui ont les bureaux d'études, qui ont la capacité d'investissement pour la transition énergétique. Donc ça m'a paru, si vous voulez, et ça leur paraît aussi tout à fait naturel. Bien sûr. On part pas pour un exploit,
ni un record, on est dans la science fondamentale. Et donc j'ai entraîné ces entreprises à participer à quelque chose qui est beaucoup plus de la recherche fondamentale, si vous voulez, qu'une communication sur un exploit. D'autres structures sont adaptées, c'est-à-dire des fonds d'investissement, fonds d'investissement pour les orienter vers des solutions technologiques et des solutions environnementales, vers la transition énergétique, bien sûr, faire des bons investissements vers les choses, et ensuite les compagnies d'assurance ou de réassurance, parce que ce sont ces compagnies qui sont les plus exposées aujourd'hui aux risques et aux dépenses climatiques. Et elles espèrent effectivement que vos découvertes vont nous permettre de trouver des solutions. Là, si vous voulez, on va mesurer la capacité de CO2. Là, ça c'est une valeur qui est attendue par les modèles climatiques. Ouais, c'est ça. Et ensuite, une parenthèse qui est due à ce bateau. Il est silencieux et à 80 mètres sous l'eau, on va mettre des hydrophones, des écouteurs. Et on va écouter, on va faire un inventaire de la faune par acoustique, parce qu'on connaît la signature sonore de toutes les espèces. Ah ouais. Est-ce que vous allez, par exemple, pouvoir découvrir le calamar géant de Jules Verne, qu'on appelle le calamar colossal maintenant? Oui, vous avez raison dans le secteur, il s'appelle colossal. Il n'a jamais été vu, seulement les pêcheurs qui vont là-bas, notamment les pêcheurs de l'Égine, qui vont dans le secteur, vers Kerguelen et autres, ont trouvé des morceaux comme ça de tentacules, bien sûr, d'animal mort qui flottait, mais des morceaux. Donc ils ont pris ça. Il y a des études génétiques qui ont été faites sur ces morceaux, puis on dit c'est pas le calmar géant. Ouais. Donc on a identifié. C'est encore plus gros. Pas forcément plus gros, mais colossal, si vous voulez, peut-être plus gros, il doit faire une quinzaine de mètres. Ah oui, quand même. Et on va descendre une fibre optique avec une petite lumière au fond, une LED, une petite micro-caméra. Peut-être qu'on va essayer d'arriver à ramener l'image du calmar colossal. Ça serait une réussite très, très Jules Verne. Vous allez embarquer, vous Jean-Louis Etienne, on voit cette nacelle là suspendue à 20 mètres. Elle est très confortable. C'est vrai ? Oui, oui, tout à fait. Ça n'a rien à voir avec un bateau. Un bateau, si vous voulez, il est posé sur la mer et il bouge. Là, nous sommes encore une fois ancrés dans des eaux profondes et le treillis qui est à la surface laisse passer la mer. On n'est pas du tout percuté, donc c'est très stable. Oui, bien sûr, ça fait 10 ans que j'y travaille. Je passerai au moins les 2 premiers mois à bord. Et puis après, on va faire les 3 océans 2 fois, vous voyez. L'océan austral, c'est une courroie de transmission entre l'Atlantique, l'Indien et le Pacifique. Et donc en suivant le courant, on fait le tour du monde. Nous allons le faire 2 fois. Ça devrait durer 3 ans. J'irai quelques fois, oui. Bon, alors vous avez plusieurs missions, vous nous l'avez dit. Le climat... la biodiversité. La biodiversité répertoriée. On va sans doute découvrir des espèces qu'on ne connaît pas. Pas forcément des grosses, mais dans toute la microfaune. C'est une microfaune qui est enfermée, si vous voulez, autour de l'Antarctique. Et très certainement, on va trouver des choses intéressantes. Il y a aussi, on va faire des prélèvements d'eau de mer. Ouais. Regarder l'impact de l'activité humaine. Est-ce que là-bas aussi... Les plastiques, par exemple. Les microplastiques. Organochlorés, métaux lourds, tout ce que l'on envoie dans l'eau, si vous voulez. On va regarder si c'est arrivé si loin. On craint que oui, parce que ce courant circumpolaire, c'est un moteur de la circulation océanique mondiale. Si vous voulez, les eaux qui font le tour, c'est une courroie de transmission entre les 3 océans. Voilà. Et donc, très certainement... Enfin, j'espère que non. On va peut-être déjà trouver des traces de l'activité humaine, oui. Ouais, et du coup, ces études et ces résultats que vous allez obtenir sur le réchauffement, sur la biodiversité, vous en espérez quelles conséquences concrètes, par exemple, sur l'industrie, sur les sciences? Alors, c'est un outil de médiation formidable. Ouais. C'est un acteur, le Polarpod est déjà un acteur de communication. À partir de ces expéditions, je le fais depuis le début, depuis très longtemps, on fait des projets pédagogiques. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, tous les partenaires sont impliqués dans la communication à l'intérieur des entreprises et ailleurs, vont parler de ce que nous allons chercher, parler du climat. Vous voyez, avec un vaisseau comme ça, on est un ambassadeur légitime de la question. Vous voyez, on sensibilise, on y a été, on sait de quoi on parle. Il y a aujourd'hui 43 institutions de 12 pays, donc on a une diffusion, si vous voulez, de l'information. L'objectif, il y a la recherche fondamentale qu'on a évoquée, mais il y a aussi la communication, et ce sont des outils de communication, de sensibilisation, notamment de la jeunesse, parce qu'on est très Jules Verne en même temps, vous voyez. Ah oui. Et vous le savez très bien, à travers parler d'une histoire, en parlant d'une histoire attractive, on arrive à faire de la pédagogie efficace. Il y aura combien de scientifiques, de volontaires qui vont participer à l'aventure? Alors, ils sont volontaires, bien sûr, mais ils sont professionnels. Il y a 3 marins de marine marchande et 4 ingénieurs scientifiques. On est un peu comme la station spatiale, si vous voulez, au sens où, d'abord, on est en orbite autour de l'Antarctique, ça c'est rigolo.
Mais on a une multitude de capteurs et 4 personnes pour les faire tourner. C'est un peu, la station spatiale, c'est pareil. L'équivalent est une multitude est juste, de capteurs et quelques personnes. Derrière, sur Terre, des centaines de personnes qui vont exploiter vos données. Et une navette, nous avons aussi notre propre navette, si vous voulez, parce que ça va durer 3 ans. Personne ne va rester 3 ans dans ce modèle-là, ce module. Et donc, on a un navire ravitailleur qu'on va faire construire spécialement pour l'océan austral. Et les relèves d'équipage se feront tous les 2 mois. C'est pas dangereux parce que vous n'allez pas croiser des icebergs ou des choses dans les profondeurs? On peut éventuellement, mais on est manœuvrant. Il y a des ailes qui sont sur les côtés. Et on peut mettre de manière asymétrique. On peut bouger la trajectoire. On peut bouger la trajectoire, ce qui nous permet. Si on voit qu'on a un iceberg sur notre route, par exemple, mais ça, on se déplace à peu près à 1 km/h, 1 km/h, 1 km et demi. Donc on va doucement. Avec le courant, l'iceberg, pareil. Alors au bout d'un moment, peut-être au bout de 2-3 jours au radar, on se dit tiens, il faut peut-être s'éloigner. Et à ce moment-là, on met d'un côté ou de l'autre la surface vélique qui nous permet de partir en crabe un peu. Le départ, c'est pour quand? Le départ, c'est le dernier trimestre 2023 et la construction va commencer au début de l'année prochaine.